Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur, où aujourd'hui je suis encore et toujours accompagné par mes acolytes habituels, avec Nymphadora. Salut! John. Bonsoir. Et notre maître technique, Chris. Coucou. Ça y est, je suis plus à la technique, j'ai gagné. Voilà, il va nous servir de striker pour cet épisode, voire même pour d'autres épisodes, on verra. Donc, du coup, aujourd'hui... période d'essai. Oui, voilà, t'es en période d'essai, ouais. C'est renouvelable 2-3 fois, puis après on verra si on te garde. Ouais. Et puis au pire, tu traverseras la rue. Non, Ok, bon, bah on en est là. Non, c'est pas, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, le programme de cet épisode, comme d'habitude, on va vous faire des news. On va être assez succinct et rapide là-dessus. On va avoir une discussion aujourd'hui. Voilà, sur un sujet, vous verrez ce que c'est. Et à la fin, nous aurons nos recommandations comme d'habitude. Voilà, donc je vais commencer par les news. Et je vais d'abord donner la parole à Nymphadora qui va nous dire plein de news sur la garde de nuit. Oui, parce qu'en fait, la garde de nuit, elle est invitée partout. Avec la fin de la série télé, ça va être la grosse actu pour la garde de nuit. Et donc, vous allez pouvoir nous rencontrer en live. Alors, au moment où on enregistre, vous avez déjà pu nous voir au Salon du Livre, ou plus particulièrement, vous avez pu voir John, qui a participé à une table ronde le dimanche 17 mars, en compagnie de l'éditrice Pygmalion, Florence Lotin, et de Mathieu Lavorel, qui a écrit un livre, un petit essai rigolo consacré au Trône de Fer. Et donc, John a été brillant sur sa table ronde, donc bravo John. Oui, bravo. Merci. Là, ça se voit pas, mais on fait des smileys qui applaudissent sur Skype. Voilà. C'était Mathias Lavorel, je crois, le troisième intervenant. Pardon Mathias. Et il y avait aussi Mimi de mademoiselle.com qui a modéré la table ronde. Alors voilà, bref, ça c'était la première, notre première guest spot. Mais vous pourrez bientôt nous voir sur Paris à la Taverne Médiévale. Donc ça, ce sera le 5 avril. Ce sera une taverne spéciale Game of Thrones pour fêter le début de la série. On sera ensuite sur un salon à QC. Alors QC, c'est dans l'Allier, c'est en plein milieu de la France. Et on sera au salon Génération Star Wars le 27 et le 28 avril. Et venez nous voir, ça va être trop cool. On a prévu plein d'activités. Et en plus, on sera aussi sur une conférence qui va envoyer du lourd. Il y a John qui a prévu de faire la danse des dragons avec des légumes. C'est non contractuel. Hein. Et on sera également au salon des Imaginales du 23 au 26 mai à Épinal. Donc les Imaginales, c'est un très gros festival de fantasy. Donc un festival littéraire où vous pouvez rencontrer plein d'auteurs, d'illustrateurs. Et donc nous, on aura un petit stand qu'on partagera avec nos amis de la Gazette du Sorcier. Et pareil, on vous prévoit plein de petites activités, ça va être trop cool. Donc il faudra aussi venir nous voir à Épinal. Et surtout qu'en plus, ce sera juste après la fin de la série télé. Donc du coup, il faudra venir nous voir et nous dire ce que vous avez pensé du final, parce que ça nous intéressera grave. Voilà. Et après, on a peut-être d'autres petits projets qu'on ne peut pas encore vous dire, ou peut-être pas, on ne sait pas trop. Stay tuned, comme on dit, ou enfin restez branchés sur les internets, parce que ce sera annoncé à gauche à droite. Donc voilà, on a plein de trucs qui vont arriver. Là, c'est une grosse année pour nous parce que je crois que c'est la première fois. Ouais, c'est un gros début d'année. Je crois que c'est la première fois où on a autant d'événements en même temps, enfin de prévus en tout cas.
Donc c'est cool, mais voilà, on va être content de voir les gens, on va être content d'aller sur les stands dans les conventions et tout, ça va être sympa. Donc voilà, donc merci Nymphadora. John, tu vas nous parler, toi, des livres. Oui, publication. On a 2 news de publication à vous annoncer. Donc tout d'abord, le 17 avril, chez J'ai lu, il publie une réédition collector, hein, en quelque sorte, de la première intégrale du Trône de Fer, donc en version poche, avec principalement une nouvelle couverture stylisée. On ne sait pas exactement sinon en quoi c'est collector, mais on ira voir quand ça sera sorti, donc le 17 avril, et on vous racontera tout ça. Et on a aussi la deuxième partie de Feu et Sang en VF qui sort le 29 mai. Donc Feu et Sang, on vous en a déjà parlé plein, hein, c'était Fire and Blood en anglais, donc c'est la deuxième partie du premier tome qui sort en français et qui raconte l'histoire des Targaryens. Donc là, la deuxième partie en français, c'est globalement de la danse des dragons jusqu'à un peu après. Voilà. Pour être précis, comme d'habitude. Voilà, ça va jusqu'à la régence d'Aegon 3, si je ne me trompe pas. Bon. Du coup, merci John pour les publications. Et Chris, lui, va nous parler de tout ce qui est télévisuel, on va appeler ça comme ça. Donc, à toi, Chris. Et bien, pour faire le lien avec ce que disait John et ses publications, je vais commencer par la sortie des artbooks de la série télévisée qui sortent alors en langue anglaise très bientôt, puisque ça devrait être en mars, si je ne m'abuse, pour les premiers. En mai. Hein ? En mai. En mai ? Le premier, je sais pas, je viens de mai. voir un mars sur un site, du coup, bon. Ah, moi je l'ai vu en mai. Bon, bah écoutez. En tout cas, dans le courant de l'année. Et en tout cas, il sortira aussi en mai en français, le premier. Le premier ? D'accord, ok. Le premier, il sera aux éditions 404. Ouais, c'est ça. Donc ça sera celui des storyboards de la série. Donc avec, du coup, ça va ressembler à des grandes planches dessinées, puisque c'est le travail préparatoire qui permet aux cadreurs de faire leur boulot. On a ensuite un livre qui s'appelle The Photography of Game of Thrones, qui pour le coup regroupera les photos prises par une photographe qui s'appelle Helen Sloan, si je ne dis pas de bêtises. Et qui du coup, en fait vous connaissez les photos de cette photographe, puisque c'est celles qui servent de photos de promo généralement pour les épisodes. Donc souvent elle aime bien prendre les personnages dans un coin du décor avec des regards un peu torturés. Mais elle a été photographe pendant quasiment les 10 ans de tournage. Donc ce qui va être intéressant, c'est que peut-être il y aura des images du pilote qu'on n'a jamais vues. Donc ça pourrait peut-être, on ne sait jamais. Il y a aussi quelque chose sur tout ce qui est concept art qui va sortir, et puis enfin quelque chose sur les costumes, sachant que les costumes, on avait déjà eu l'occasion de rencontrer la costumière Michelle Clapton quand il y a eu l'exposition à Paris. Donc vous pourrez retrouver la conférence de presse où elle a participé, en tout cas sur le blog. Ça c'était pour les bouquins. D'un point de vue série, on parlait de pilote là juste avant. Le pilote de la série préquelle qui arrivera sur HBO peut-être un jour a été dévoilé. Donc on a le casting, vous pourrez le retrouver sur le blog de la Garde ou sur d'autres sites, mais surtout sur le blog de la Garde. À noter qu'il y a un acteur qui avait joué dans le pilote du Trône de Fer qui revient, qui est Jamie Campbell Bower, qui avait joué dans Sweeney Todd, dans Twilight, ou qui jouait Grindelwald dans Harry Potter avant que ce soit Johnny Depp. Et du coup, voilà, lui c'est marrant, il était là pour le pilote du premier, il n'a pas fait la suite, et puis du coup il revient, il essaie de se faire une place dans Game of Thrones absolument. Bon, il y a d'autres acteurs qui ont l'air cool aussi, qui ont joué dans Black Mirror, Doctor Who, des choses comme ça. Voilà, en gros ce qu'on peut dire sur la série, qui s'est aussi trouvée, je ne veux pas dire de bêtises, du coup je vérifie en même temps, la réalisation, il y a une réalisatrice à la tête du pilote, voilà. Puis il y a Naomi Watts aussi comme grand nom associé au casting. Ah oui, mais qui avait ça, on le savait déjà, qui avait déjà été annoncé un bout de temps, mais... un moment, ouais. Mais comme on parle du casting... Ouais, on peut en reparler. Et ben voilà, merci pour ces news sur sur ce côté audiovisuel maintenant. Et je pense qu'on a fait le tour des news. Sauf que moi j'en ai une
mais que vous ne savez pas, qui est caché. En fait, si vous suivez le podcast depuis un moment, vous savez que Nymphadora me demande depuis très longtemps de faire des parties du jeu de plateau. Et bah ça y est, c'est bon, on a une private joke qui disparaît, puisqu'elle a enfin pu tester le jeu de plateau. Et qui a gagné Je confirme. Qui a gagné? Voilà. Ah non, on n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas été On a jusqu'au fait bout. une partie d'initiation, donc maintenant, ça sera la prochaine où on fera vraiment pendant des heures et des heures. Voilà, du et jeu. on discutera, on négociera et tout ça. Donc voilà. C'était Et ça y est. enfin. Tu commences à comprendre pourquoi quand on dit que les Baratheons c'est trop facile quand tu les as et que tu as réussi à prendre Port-Réal, tu sais ce que ça veut dire. Ouais. Moi j'étais Lannister, je m'étais dit c'est trop bien, moi je kiffe les Lannister, ils sont blonds et tout, et puis en fait, En fait, j'étais encerclée, tu te fais c'était trop poutrer à dur. cet endroit-là, mais en permanence. Si t'es pas allié avec le Greyjoy ou avec le Tyrell, c'est juste la curée pendant toute la partie, quoi. Voilà, je te donne envie d'y rejouer maintenant. Je prends maintenant la parole donc pour m'arroger en quelque sorte le rôle d'animateur de débat pour cette discussion qui sera sur le thème des personnages badass dans le Trône de Fer. Et donc la première chose qu'on s'est demandé en fait après avoir décidé de ce thème, c'est mais en fait qu'est-ce que ça veut dire badass? C'est quand même voilà un mot un peu fourre-tout, un anglicisme qui n'a pas vraiment de sens précis. Donc on a été regarder sur Wiktionnaire, qui est une source comme une autre. Et donc il y a plusieurs définitions qui n'ont pas toujours grand-chose à voir les unes avec les autres. Et on va du coup analyser un peu pour chacune qui ça serait, à qui ça correspondrait dans le Trône de Fer. Et la première définition dans le Wiktionnaire de badass, c'est dur à cuire. Alors comme dur à cuire, ça ne veut pas dire grand-chose, je vous explique ce que c'est dur à cuire, toujours d'après le Wiktionnaire. C'est une personne froide et endurcie. Donc voilà, je ne sais pas qui ça vous évoque, vous, une personne froide et endurcie. Je sais pas qui veut en parler en premier. Main froide. Voilà, fin du débat. C'est tout. Voilà. Fin de la période d'essai de Chris. T'en avais une super bien aussi sur le dur à cuire. Le dur à cuire, du coup, Viserys, hein, c'est pas mal non plus. Voilà. Enfin, ouais, bon, je pense qu'on peut couper là, hein, c'était pas mal comme débat. Voilà, à dans 3 mois pour le prochain débat de la garde de nuit. Mais non. Non, alors, moi j'en ai une vraie dure à cuire, c'est Arya. Une personne qui s'est endurcie, qui est devenue par la nécessité des choses une personne froide, c'est clairement Arya. Et on peut lui reprocher plein de choses. Oui, je sais, vous savez très bien que je ne suis pas fan d'Arya. Mais en tout cas, c'est une vraie dure à cuire de A à Z. Quoi. Elle subit, mais jamais elle ne se relâche et elle baisse jamais les bras. Elle baisse jamais les bras, mais elle se déshumanise complètement, quoi. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'elle correspond bien à cette idée. Personne froide et endurcie. Qui sait, ouais. C'est ça. Bah, du coup, moi, quand on me dit personne froide et endurcie, vous savez qui je vais dire. Stannis. Ouais, mais Stannis, on voit pas sa progression, il est comme ça tout de suite. C'est vrai, il est comme ça tout de suite. Mais bon, Ouais, Lui, effectivement, il fait le chemin inverse d'Arya. Peut-être qu'à un moment, on le verra avoir un peu de cœur. Brûlant, le cœur, du coup. Responsable jeu de mots, c'est Chris. Non, c'est vrai que par rapport à Arya, on a vraiment effectivement cette évolution vers le dur à cuire, la dure à cuire qui se crée tout au long. Même si au départ, on peut se dire qu'elle peut tendre vers ça, vu qu'elle est quand même... Enfin, on va pas refaire le débat sur Arya Sansa, mais déjà de base, je vais pas dire qu'elle est prédisposée, mais elle tend vers ça. Oui, mais elle n'est pas encore froide et endurcie. Non, vois, au début, c'est la elle vie. le devient tout en se déshumanisant au fur et à mesure. Je pense que ça va de pair. Hein. Oui. Ouais, mais c'est vrai qu'elle a déjà un caractère qui est un caractère dur dès le début. C'est pas, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle veut faire comme ses frères. Elle veut pas manger ses haricots verts et elle veut pas jouer à la poupée et elle le fait pas quoi. C'est une dure à cuire même de base. Ouais, c'est vrai. Voilà.
comme Stannis est un dur à cuire de base, il est froid, endurci, il se laisse pas marcher sur les pieds. C'est vrai voilà. que Stannis, il a quand même ce truc un peu étonnant de tu penses à chaque fois tu penses qu'il va sortir du jeu et il sort jamais. C'est ça. Toujours à revenir. Il s'accroche. Ouais, c'est ça. ça. C'est le méchant de série B, tu sais, tu l'as cramé, tu l'as glacé, tu lui as tout fait, mais il est toujours là, il revient, tu sais, même quand il a plus rien, tu sais, quand il a ses dents qui claquent, tu vois, sur le sol, il est toujours là, quoi. C'est un truc de ouf. Il est increvable, ce Stannis. Sauf Ou alors quand c'est il y a James Benioff et Bond. Paice, mais, Oui. Ou alors Non, c'est James Bond. mais il s'est aussi endurci, Stannis. Stannis, c'est aussi le petit garçon qui était fan de son faucon blessé et dont tout le monde se moquait parce que son faucon, il volait pas comme les autres et il était trop mignon en fait quand il était petit, ce pauvre Stannis. Mais il a perdu ses parents tu sens que, franchement, moi, ce chapitre où je crois que c'est Maître Cressen qui parle de ses souvenirs de Stannis enfant, et tu comprends pourquoi il s'est attaché à cette personne qui certes est froide aujourd'hui, mais qui en a bavé, qui était dans l'ombre de son grand frère qui a tout eu. Et lui, en fait, il avait du cœur, mais il a dû s'asseoir dessus et le cacher. Et en plus, son frère, il lui a fait des camouflets de en veux-tu, en voilà. Allez, vas-y vas-y que je m'envoie en l'air avec une nana pendant ta nuit de noces. Dans ton lit. Dans ton lit, ouais. Et vas-y que je donne accalmie à Renly, parce que quand même Renly il est tellement plus classe que toi. Vas-y, va te peler les miches à Père Dragon, c'est vachement mieux. il est devenu à l'image de l'endroit où on l'a mis aussi. Hein. Oui. Bah ouais, c'est ça, ouais. Il a été un peu obligé de s'endurcir à cause de... Un peu comme Arya du coup, qui a été obligé de s'endurcir pour survivre à sa situation. Non, et puis si, il a quand même... je pense qu'on le voit jamais avant qui se déclare comme roi finalement, parce qu'il est aux abonnés absents pendant tout le premier tome. Oui. C'est vrai. Il est pas là. Du coup, dès qu'on le voit, il a déjà pris sa fonction en fait, où il dit que de toute façon il a que des alliés et des ennemis et il n'a pas d'amis, quoi. Donc de base, il est déjà dans la une posture. démarche à ce moment-là où il a décidé que ok, je suis roi, donc maintenant c'est fini, quoi. Et paradoxalement, c'est un cœur brûlant qu'il a sur son drapeau. Peut-être que c'est un petit peu son âme, quelque part. C'est beau, c'est poétique. Oui, c'est poétique. Toi, Jean-Jean, c'est à qui en dur à cuire? Bah moi, le personnage que ça m'évoque le plus en premier abord, c'est plutôt Tywin, du coup, donc un peu dans la lignée de Stannis, mais le personnage froid et endurci. Ouais, moi je pense plus à Tywin qui va faire tout ce qu'il a à faire sans affect, un peu sans âme, j'ai envie de dire, mais c'est voilà, je sais pas ce que ça vous évoque. Ouais, non, Oui. c'est vrai. Les pluies de Castamir, Ce que j'allais voilà, dire. c'est effectivement, ouais, c'est la vengeance qui est un plat qui se mange froid, et que ce soit les noces pourpres, que ce soit son côté très macabre. C'est toujours calculé, mais c'est jamais... c'est jamais fait avec... c'est même pas des vengeances, en fait, c'est juste des assises de pouvoir, quoi. C'est Ouais. très stratégique, c'est toujours très stratégique. Il n'y a même pas quelque chose de ah tiens, je vais te faire ça parce que t'es méchant. Non, le but c'est quand même à la fin de renforcer son pouvoir à lui, quoi. Ouais, c'est pas une Et à sa réaction famille. passionnée ou quoi que ce soit. C'est quoi. pas passionné, toujours, oui. Mais après, ce qu'il a fait au Reign, ça reste une vengeance, d'une certaine manière. Oui, mais c'était aussi Et pour c'était pour asseoir asseoir son pouvoir, aura enfin, et son pouvoir. son aura. Mais- pour démontrer qu'il n'était pas comme son père. Donc il en a peut-être... je vais pas dire qu'il en a profité, mais disons que le truc principal, c'était pas là. Ouais, ouais. Bah, je pense peut-être qu'il un l'aurait bonus. pas fait si ça avait pu lui nuire. Oui, C'est je pense Ah aussi, oui, ouais, oui. clairement. Ouais, je pense aussi, oui, clairement. Ouais, bah après, tu vois, vis-à-vis de Tyrion, il peut être super mesquin aussi, hein. Mm. Et c'est juste que il fait les choses, Ouais, mais vis-à-vis de Tyrion, mais il y a il les fait en coulisses, et il les fait de façon à ce que ça ne puisse pas lui nuire, mais n'empêche qu'il peut être très 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 mesquin et bas aussi, et, en et fait, je pense que pas juste calculé, quoi. il est calculateur jusqu'au moment où tu touches à sa femme, en fait. À partir du moment où tu touches à sa femme, c'est fini. Oui.
Tyrion, il la met à mort parce qu'il naît, et son père ne lui pardonne pas. À partir du moment où tu touches à sa femme, je pense que Tywin, c'est fini, quoi. Tu prends son poing dans la gueule et puis c'est tout. Même si c'est calculé. Regarde Aerys, hein. Enfin, typiquement. Oui, c'est ça, c'est à ça que je pensais aussi. Mais j'avais plus l'effet dans la tête, donc j'étais là, oui, il y a un truc avec Aerys, mais je sais plus ce que c'est exactement. Bon, mais effectivement, un dur à cuire, froid et endurci, ça passe bien aussi. Ça passe bien, ouais, sur Tywin. J'en ai trouvé un nouveau, et j'ai un nouveau jeu de mots. Parce qu'il y a quand même Sandor Clegane. Le pauvre. Oh non. Mais j'y ai pensé en plus. Vous êtes pas gentil. Oh non. Pauvre Sandor. Très bien. Eh bien, je vais utiliser ça comme transition. N'empêche, Sandor Clegane, il s'est endurci par la force des choses, et quelque part, c'est un des personnages qui justement a cette espèce de... Pour reprendre le côté un peu badass, fourre-tout, il a clairement ce côté badass, quoi. Les gens, ils attendent de lui qu'il fasse des trucs badass maintenant, après tout ce qu'il a fait dans les premiers volumes, quoi. Ouais, mais il est pas froid, il est pas... Non, il n'a pas ce côté froid, par contre. Il à la fois, l'avait, si et non, mais parce qu'on le voit toujours par le prisme d'un... c'est qu'il l'avait, mais sauf qu'il y a Sansa qui a réussi à passer ses barrières, en fait. On le voit surtout dans les chapitres de Sansa. Donc du coup, effectivement, quand il est avec Sansa, là, tu vois qu'il est passionné, que derrière il souffre, et que c'est une personne qui avait des idéaux, et que Gregor Clegane les a complètement détruits, etc. Mais n'empêche que après, vis-à-vis du monde entier, et notamment vis-à-vis de Joffrey Baratheon, il est quand même hyper froid. C'est aussi le mec qui tranche Maïka d'un coup d'épée, quoi. C'est vrai. Ouais, et puis je pense, en plus, c'est le genre de personnage, ouais, c'est ce que je disais avant, tu sais, il y a les trucs où il envoie chier justement, il envoie chier Geoffrey de manière indirecte en disant qu'il va pas aller se battre à la Nera, tu vois. Il y a le Fuck the King ou des trucs comme ça qui sortent, qui du coup t'es là, bah ok, ça c'est badass, tu vois, un peu dans l'idée. Et je crois que les gens mettent facilement Sandor dans cette catégorie-là, en tout cas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand tu prends la définition, il rentre dedans pour d'autres raisons, quoi. J'ose plus faire de transition parce que j'ai essayé tout à l'heure et je me suis fait complètement en plus, ignorer. Je pense qu'elle était bien, ta transition. J'allais vous traiter de mauvaise personne pour ce que vous disiez à Sandor et d'ailleurs c'est justement la deuxième définition dans le dictionnaire. Donc un badass, c'est une mauvaise personne, donc de façon très littérale. On peut rester sur Sandor du coup parce qu'il y a son grand frère dans cette catégorie-là. Ça marchait aussi pour passer sur Grégor. Ouais, alors après moi j'adhère assez moyennement à la définition de mauvaise personne pour badass. Oui, pareil. Je suis assez dubitative, hein. Donc wiktionnaire... Bon. En fait, je pense que ce qu'il y a, c'est que dans notre utilisation du mot, c'est devenu un mot très positif et à connotation positive. Mais à la base, faut pas oublier que quelqu'un de badass, en fait, ça veut juste dire quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais. Et depuis, avec toute la littérature et l'amour des méchants incompris et des bad boys, on en a fait une figure un peu romantique presque et très positive. Mais ouais, maintenant c'est souvent le méchant au grand cœur ou le méchant qui est pas... qui est pas vraiment méchant. Au début, mais une fois que tu as creusé un peu, il est gentil quand même. Du coup, Sandor, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Sandor. Mais avec ce côté, c'est un cliché, quoi. Tu sais que Sandor, tu peux pas savoir que quand le personnage il apparaît, parce que déjà quand il apparaît, il découpe un gamin en deux. Tu peux pas savoir que dès le début qu'il va y avoir ça, alors que maintenant il y a cette espèce de cliché. Il suffit que le mec il se pointe avec une frange un peu trop longue et tu sais qu'il a cette espèce d'aura badass entre guillemets qui va lui coller à la peau, quoi. Une veste en cuir. Ouais, c'est ça, exactement. Alors il y en a un qui a une frange trop longue et qui est pas badass, hein. Il s'appelle Gerald Dane, hein. Enfin son brastre, pardon, mais bon. Il n'est pas badass. C'est pas une mauvaise personne. Il a tranché une gamine. Bah attends, il a tranché la pauvre. Est-ce que la définition de badass dans le trône de fer, c'est s'en prendre à des gamins? Parce qu'à ce moment-là, on commence à faire rentrer plein de monde dans cette catégorie. Ah oui. Il y a Jaime aussi, du coup, qui y va, mais... le méchant au grand cœur, Jaime, il est à fond dedans aussi, hein. Là, il va complètement... Il est dans ce truc-là de bad boy qui devient positif. Mais il est pas dans... Pour moi, il est...
Ouais, il n'est pas dans le mauvaise personne en tout cas. Bon, mais ça vous inspire pas cette définition-là. Vous voulez qu'on passe à la Bah, suivante? si tu veux, moi je te dirais bien mauvaise personne, je te dirais bien, je sais pas. Tu peux rentrer tous les Ramsay, les Geoffrey, les C'est ça. Rastoumiel, C'est ça. Moi j'allais même plus loin, j'allais mettre le vieux Walder Frey, tu vois, c'est une mauvaise personne. Est-ce qu'il est badass Ouais, pour autant, tu vois. Ou Lisa Harine. ou Lisa Harine, ouais. Voilà, Lisa Harine, elle est badass. Ah non. Lisa Harine est badass. Voilà. Bon, bah, Selon ouais, la définition. mauvaise personne, dictionnaire. selon... bon. Donc, Wiktionnaire, on ne... C'est Non. parce que vous aimez pas vous pencher sur l'étymologie des mots que vous utilisez. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez Ouais, mais il y a Dans cul dans Badass dans ce cas-là. Bon, Là, je connais une web série qui s'appelle Mauvais du cul. Finalement, c'est la traduction la plus littérale possible de badass. Hein. Complètement. Bon bah du coup, dernière définition, qui serait une personne possédant certaines qualités à un degré hors norme. Donc là, on rentre plus dans la romantisation du badass et plus dans l'utilisation qu'on en fait régulièrement du terme, je pense, et qui est le terme un peu fourre-tout, parce que bon, un personnage qui a certaines qualités à un degré hors norme dans un livre ou une série, je pense que c'est un peu le concept de base. Bah, t'as besoin de toute façon de tes qualités entre guillemets hors normes pour passer par-dessus telle ou telle épreuve. Sans ça, il n'y a pas de scénario finalement. Bah, c'est ça, je pense qu'en fait, un héros de fiction est un peu par nature badass, d'après cette définition-là. non, regarde Robin Harine, il a aucune qualité, ce pauvre petit. Hein. Il a pas de charisme, il a rien à un degré hors norme, si ce n'est son côté pitoyable. Du coup, C'est vrai que Robin Harine... il est dans la catégorie des refoulés avec bouche à merde. C'est peut-être le seul non badass du trône de fer. Bouche à merde. Je sais même pas ce que c'est son nom en VO en plus. Ça doit être Shitmouse, non? Un truc comme ça? Je sais pas, ce personnage apparaît un demi-paragraphe. Hein. Oui. Il est juste là 2 secondes à dire qu'il veut que le régicide lui mette une lance dans le cul et c'est tout. Quoi. Il a rien, Oui, c'est ça, lui, c'est Shitmouse en VO. Ouais, bon. Ça va, c'est pas trop... Pour le coup, la traduction est littérale. Non, mais attends, il a aussi été traduit par Merdambec. C'est quand même vraiment plus... Ouais, c'est notre wiki qui nous le dit. Et le wiki Ah a oui, toujours raison. Merdambec, effectivement. Merdambec. Ah, du coup, il est traduit comme ça dans les nouvelles versions. Du coup, il est quand même dans... Merde, mais... Alors, je ne sais pas. Le wiki ne signifie pas où ça a été traduit en Merdambec. Il apparaît une recherche à faire. Il apparaît dans plusieurs chapitres, puisqu'il apparaît à la fois dans La Coque et dans Fist for Crow. Donc, ouais, mais parce qu'il est à Arenal, du coup, il est à cet endroit-là. Je pense que les personnages doivent le croiser parce qu'il reste sur place. C'est le genre de personnage qui sert à rien, qui est juste là pour dire merde, et c'est tout. Quoi. Sinon, moi, pour revenir à la définition que John nous a donnée, donc personne possédant certaines qualités à un degré hors norme, moi j'avais pensé, au niveau des badass, à Sam, à ce bon vieux Sam. Ouais. Ok, La non-réaction. Non, mais il rentre un peu dans la partie dur à cuire. Alors pas dur à cuire dans le sens froid et endurci, mais dans le sens où il baisse pas les bras et pareil, lui, c'est un peu comme Arya. Il continue, il y va quoi. Oui. Le pauvre Sam, son père qui lui rentre dans la catégorie mauvaise personne. Complètement lui. Oh oui. Il lui en fait quand même vraiment baver, mais Sam il continue quoi. Il se laisse pas abattre. D'accord, il se plaint, il a une confiance en lui qui est complètement à refaire, mais notamment grâce à son amitié avec John et avec Ver, il reconstruit sa confiance en lui il démontre un certain nombre de qualités à un degré qui est hors du commun. Oui. Et il ne faut pas oublier que je crois que c'est l'un des seuls à avoir tué un spectre ou un autre, je sais plus. Un spectre. C'est un peu un hasard quand même ça. Oui, mais il a quand pas même. vraiment fait exprès. Oui, bon, d'accord. Il a quand même le surnom, un des surnoms les plus badass de la saga. C'est clair. C'est vrai. C'est Slayer. Enfin voilà. Et dans ce type de personnage, on a aussi, je pense, Sansa, qui pourrait rentrer et qui rentrait aussi, je pense, dans le côté dur à cuire. Enfin, dans le sens où qui survit à beaucoup de
beaucoup de choses et qui en revient Mhm. encore plus forte, si je puis utiliser un peu le cliché du je subis et Oui, au bout d'un vous allez moment, ça va voir. me servir, quoi. C'est, Ouais. enfin, ça fait de toi une meilleure personne, malheureusement, un peu, quoi. Mais, T'as Brienne aussi, Oui. pareil, qui a subi beaucoup et qui ne diverge pas de son cours et qui s'en laisse pas compter non plus. Et pareil, et en plus, elle reste, contrairement à Arya qui perd son humanité, elle reste d'une humanité folle. C'est vrai. c'est rigolo, j'étais en train de me demander, du coup, si... je sais pas, c'est à la fois oui et à la fois non, mais c'est vraiment la preuve que la définition, elle est complètement fourre-tout, parce que Cersei, ça marcherait aussi, tu vois. Euh, Bah, moi, je la trouve assez badass, Cersei, je suis assez d'accord. Ah bah clairement, ouais. Et puis Ah bah oui. pareil, une personne froide et endurcie. Alors surtout la vision de la série télé pour ouais, le coup. On c'est est ce que peut-être je me disais. pollué par la série télé parce que dans les livres, elle est complètement. Folle. Elle est tarée dans les livres, un peu. Ouais. Dans les livres, il est complètement taré, oui. Mais dans la série télé, elle est hyper badass, ouais. Ouais. Puis elle est froide Bah dès après, le début, hein, il n'y a pas de... Ah Elle est oui, oui. beaucoup plus Oui. froide. Je trouve que le jeu de Lena Headey la rend beaucoup plus froide que ce que n'est le personnage dans le bouquin encore. Ouais, je suis bah pas dans sûr le que bouquin, James elle est soit pas d'accord. suivie. Hein. Hmm. Je disais, je suis pas sûr que James la trouve très froide. À mon tour de faire des jeux de mots pourris, excusez-moi. C'est très bien, je me sens moins seul, merci John. Alors finalement, on va aussi finir le CDD de John. Bon, bah, on fera plus qu'à deux, c'est ça? Toi et moi. C'est ça. Jusqu'au moment où je fais une mauvaise vanne, et puis là, voilà. Fais gaffe, hein, t'es encore sur la sellette, le podcast n'est pas terminé. Mais du coup, ouais, non, Cersei, ça rentrerait dedans. Je pense que, mais après, je pense que moi, j'ai une vision du terme badass qui s'applique beaucoup plus facilement aux personnages tels qu'ils sont dans la série. Si on prend badass comme la définition fourre-tout, Hmm. parce que je pense que la série est à la recherche de ce truc-là un peu aussi. Bah, elle cherche à De ces iconiser les actions un peu personnages. badass avec Ouais. des personnages. Regarde Bronn, je le considérais beaucoup moins badass dans le bouquin que ce qu'il n'est devenu dans la série, tu vois, par exemple. C'est pas faux. C'est vrai. Donc, Ouais. il y a Ouais, des- et puis même Daenerys hein, Ouais. à ce compte-là. Oui, Bon, oui, là- Daenerys, ouais, carrément. Bah, et dur à cuire, elle aussi. Hein. ah bah clairement, ouais. Ça marche. Et là, pour le coup, vraiment dur à cuire. Il faut vraiment qu'il arrête avec cette pirouette scénaristique de cramer les gens. Hein, George R. R. Martin, ça va plus. Hein. Après, nous, on peut faire des podcasts de 1000 heures. Hein, avec que des films. En personnage badass, j'avais pensé aussi, mais c'est tellement évident qu'on n'y pense pas. Baristan, parce que Ah, il mais se lui, fait c'est au-delà virer. du badass. Lui, c'est classe, tu vois, encore. Oui, oui, Ouais, mais il est non, c'est classe ça, Moi, badass. là, lui, il Ah passe ouais, dans la non, catégorie lui, des personnages lui, pour la il classe, est... tu vois. Ouais, mais attends, il se fait quand même virer, et puis ils envoient du monde après lui, et il les défonce, quoi. Genre, sans même transpirer. Enfin, Non je veux mais dire... lui, il a du swag. Il est... c'est tout. Ouais, Encore un mot qui vous veut fait rien dire. on vous fait un super podcast en franglais qui ne veut rien dire. On espère Oui, que en vous fait, c'est ça le appréciez. problème. Le problème, si on met Baristan dans les badass, c'est qu'en fait, il n'y a plus... Il n'y a plus plus à rien dire dire, quoi. Ah oui, on est d'accord. Hein. Là, y a c'est plus- nos limites. Tu te retrouves avec... en fait, ça veut dire que même les personnes... Pour moi, il faut que le personnage, il n'ait pas forcément un bon fond à la base, quoi. Pour rentrer dans Mm. cette catégorie-là. Ce qui est clairement pas le cas de Baristan, quoi. Ah Oui. non, Tu vois, Baristan, ce serait à un ce compte-là, goudasse, quoi. tu mets Ned aussi, tu vois. Donc du coup, t'es là, bon, bah, ça, ça devient n'importe quoi. Ouais, non, pour moi, le badass, c'est surtout quelqu'un qui revient de loin et qui s'en laisse pas compter et qui laisse pas les bras, en fait. C'est surtout dans ma propre Du coup, qui définition, s'est endurci. qui s'endurcit et qui a masse de charisme. Mais du coup, il y a une progression pour moi dans le badass. Mm. Ouais, c'est celui qui est construit un peu en miroir, je pense aussi. Tu sais, le personnage qui... il en chie, il en bave. Et quand il va revenir, il va être éclatant, tu sais. Genre, on va le voir plonger et quand il va revenir, ça va être complètement différent. Ouais, c'est ça, Et ouais. avec cette idée du retour, en fait. Et au moment où il y a le retour, ça claque, du coup. Un peu, ouais, une analogie du phénix et on revient sur le dur à cuire en plus. Ouais, finalement. Oh là là. Bon, Tout est lié. c'était pas si mal Wiktionnaire finalement comme définition. Bah, disons qu'à côté de ça, on a essayé de trouver d'autres définitions quand même, faut le préciser. C'est quoi celle que tu avais vue tout à l'heure, Nymphadora? Attends, je C'était ne sais. personne qui déchire grave ou un truc comme ça, t'étais là. Ouais, c'est ça. Ok. Personne qui tire grave.
Moi C'était pas j'avais mal, ça. moi j'avais badass, terme généralement utilisé pour décrire un comportement sans peur, authentique, compatissant et éthique. Donc vous voyez, Tout, C'est tout, ça. voilà. tout rentre dedans, quoi. En fait En c'est même temps, franchement, vu la liste de personnages qu'on vient de faire, tout rentre dedans, hein. Ouais, c'est ça. ouais. Après, est-ce qu'on en a qui sont les 4 à la fois, qui sont à la fois, c'était quoi? Compatissant, éthique. Alors sans peur, authentique, compatissant et éthique. Ouais, bah, le Baristan, mais du coup, il est pas dans la catégorie, quoi. Donc en fait, ta définition de badass, elle est pas badass par rapport à la première définition qu'on a faite, quoi. Non, là c'est badass de Urban Dictionary. Ouais, bah alors par contre, dans ma définition du déchire grave, excusez-moi, mais lui, il déchire grave, hein, Baristan. Ah ouais. Il déchire même des caps, tu vois. Donc bon, au bout d'un moment. Ah non, tu m'as volé mon truc, j'allais dire un truc sur Merin 30 ou un truc comme ça qui déchire la robe de Sansa et tu m'as volé mon truc, quoi. En fait, c'était pas du tout c'était un débat jeu de mots, on vous a pas prévenu, on vous a attiré comme ça en vous disant ouais, on va parler des bad boys du trône de fer. Et en fait, non, quoi. Non, ouais. Au final, on a démontré. Moi, je pense qu'on a démontré qu'il fallait arrêter d'utiliser des anglicismes tout faits qui veulent rien dire. Ouais, je pense Ouais. que effectivement, c'est une bonne conclusion. Bah, exprimez-vous en français, qu'on comprenne ce que vous voulez dire, et tout le monde est badass dans le trône de fer, sauf Robin Harine. Et bouche à Voilà. merde. Bouche à merde. Et Baristan parce qu'il est trop classe. Non, c'est bien parce que du coup, on vient de définir une nouvelle catégorie où il y a quand même bouche à merde, Robin Harine et Baristan Senli, qui est quand même... Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Mais non, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même cette espèce de culte du personnage, tu sais, vraiment, ouais, ce qu'on disait, le personnage torturé au grand cœur, qu'au début tu penses qu'il est méchant, mais en fait il est juste torturé par les fantômes de son passé, Mm. qui existe, et qui rend certaines fois les gens excusables de tout. Hein, Ron Greyjoy, si tu m'entends. Ah non, Alors, mais non. C'est non, que les lui, psychopathes qui excusent tout à Ron Greyjoy. Hein. Attends, il est pédophile, le mec. Non, non, ouais, non. Non, Non, mais par contre, Jamie, effectivement, Jamie, clairement, clairement, on oublie presque qu'il a balancé un petit garçon D'une fenêtre. du haut d'une tour, quoi. Et il l'a fait par amour, c'était pas sa faute. Ah, c'était la faute de l'amour, t'es en train de nous dire. J'en ai pas sorti. Et ouais, l'amour c'est nul. Bravo. Bravo, monsieur. Non, mais c'est Euh, vrai, en plus, ça va tellement bien dans le personnage, dans le cliché du Ouais. personnage au grand cœur, là, il a fait un truc mauvais, mais c'était par amour. C'était par Voilà. Amour. C'était pas Ouais, pour c'est lui, hein. Par Et amour. depuis, il essaye de se racheter. Et plus, puis, en c'est plus, c'est rigolo parce que il rentre clairement dans la catégorie dans sa version télévisée, parce qu'à ce moment-là, il a une mèche et veste en cuir. C'est vrai. C'est vrai. Il a un petit côté dans la saison 1, même dans l'épisode 1 quand il fait ça, il y a ce petit côté un peu... tu sens qu'il a une moto, quoi. Ouais. C'est C'est un peu vraiment le cliché bad du boy badass du lycée, de- quoi. ouais. C'est ça. non, Il mais aurait- en plus, c'est le mec manquait Kevin qui a une mauvaise réputation et Ouais, c'est en ça. fait, la mauvaise réputation, elle est basée sur rien. C'est le mec qui a sauvé Port-Réal, mais du personne coup, le sait. personne le sait et on lui a mis l'étiquette Kingslayer, quoi. C'est tellement, ça va tellement avec le cliché du bad boy dans les comédies romantiques américaines pour ados. C'est trop bien. C'est tellement ça, quoi. John, t'as ta transition vers ta reco, du coup, quoi. Ouais. Ouais. C'est... Il y a une transition trop tôt, encore une fois, là. Ouais, On va c'est pas ça. s'en sortir. Mais oui, on peut, si vous voulez, on peut clôturer le débat sur ces belles paroles, cela dit, sur Jaime est un héros et Mais Et voilà. tous sont des héros, quelque part. C'est oui, ça. mais surtout Jaime. Ah si, je voulais souligner dans les personnages dont on disait qu'ils étaient badass au début, on a mentionné Arya avec la définition au départ. Et Mm. il me semble que Asha Greyjoy rentre aussi dans cette catégorie quand même. Ah oui, Ah ouais, carrément. c'est vrai, oui. Donc, Oh là là. Comment on a pu oublier Achat? Pour remettre un peu de bonne femme là-dedans quand même. Asha non plus, elle est pas si froide, hein, quand même. Non, justement, elle est pas froide, mais parce que en fait, pour moi, c'est la version évoluée. Tu reprends Arya dans 10 ans, à mon avis, c'est Asha Greyjoy, tu vois. Ah non, Asha, elle a quand Parce même que une humanité vachement plus marquée que Ouais, Arya. c'est vrai. Arya, elle C'est tue vrai sans le qu'Arya, moindre on remords. n'est pas sûr qu'elle tombe amoureuse quand même un jour. Non. Asha, elle a quand même une grosse camaraderie avec ses hommes, avec. c'est vrai. Enfin, je trouve qu'elle est bien moins psychopathe que la petite Arya quand même. Hein.
Ah oui, non, c'est clair. Après, les deux sont effectivement des filles qui s'en laissent pas compter et qui en plus récupèrent le respect des hommes autour d'elles. Ce qui n'est pas si facile que ça, surtout dans leur cet univers. Quand tu vois que Brienne, elle en chie à côté à cause de ça. Et ouais, alors que du coup, Arya, elle se fait respecter de ouf par tous les petits garçons là qui vont aller à la garde de nuit, Même par Sandor. Hein. même par Sandor, ouais. Bon, après Sandor, maintenant, on sait qu'il a une patate à la place du cœur, donc forcément, c'est plus pareil. Mais Sandor, il est tellement mignon. Vous le sentez, voilà, c'est encore le problème de tous ces films romantiques là. Le bad boy au grand cœur, c'est tellement Sandor. C'est vrai. Et puis je pense qu'il y a aussi cet effet. Je pense aussi qu'il y a pas mal de sympathie pour certains personnages qui s'est créé du fait de l'attente entre les bouquins et à force d'en parler, tu vois. Parce que finalement on se les approprie un peu, donc on les trouve plus mignons que ce qu'ils sont vraiment, tu sais. Des fois tu retournes voir le texte et tu fais ah non mais en fait il est pas mignon du tout. C'est moi qui me suis monté le bourrichon sur ce truc là. Ouais, un peu comme Sansa qui s'imagine avoir embrassé, etc. Ah ouais, et du coup on peut faire un lien vers le blog. Ouais, Voilà. et du coup on peut dire que Nympha c'est un peu Sansa et c'est un peu... Ah mais totalement, mais moi je suis totalement une Sansa dans la vie, hein. Ça c'est bon, hein. Moi je me suis toujours vachement plus sentie proche de Sansa que d'Arya, hein. Tu veux dire qu'on a coupé la tête de ton père, qu'on l'a mise sur une pique et qu'on t'a forcé à regarder, mais elle est vachement forte de ton enfance. Ouais non, moi je me suis arrêtée avant, tu vois. Avant qu'on tue mon chien. Vraiment au tout début quoi. Premier chapitre. C'est ça. J'étais une grognasse qui C'était le ricanait personnage que avec les personne pouvait copines. blairer en fait finalement. En fait t'es Sansa avant que Sansa soit cool. Bon, vous aurez Voilà. compris, ce débat est particulièrement houleux. Ouais, je sais pas, fin du débat. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Ouais, je pense qu'on Ouais. peut clôturer. Enfin, débat. La discussion. Les discussions. C'était une discussion courte, mais en même temps, comme on va revenir pour Fire and Blood 2, comme on va revenir pour la fin de la série et tout ça, c'est pas mal de faire un petit truc aussi Oui. à l'occasion du printemps. On vous épargne. Vu que les prochains de mois vont blabla. être un peu chargés. Et donc, pour finir, comme d'habitude, nous allons terminer par nos recommandations. Et je vais donner la parole à John pour sa recommandation de cette saison. Et oui, parce qu'on parlait d'ados, de clichés dans les séries télé pour ados, etc. Et donc moi je vais vous parler d'une série télé avec des ados, mais qui est très très loin des clichés. C'est Sex Education, donc, qui est diffusé par Netflix. La saison 1 est sortie le 11 janvier de cette année. C'est des épisodes d'une 50aine de minutes. Il y a 8 épisodes, ça passe tout seul. Je vais vous donner un peu les détails techniques. Donc c'est créé par Laurie Nunn, production Eleven, je sais pas qui c'est. Et ça se passe au Pays de Galles. Et en gros, le concept, c'est un adolescent dont la mère est psychologue spécialisée dans le sexe, les conseils de sexologie, en gros, de couple, mais pas que, qui décide, donc son fils, la psychologue, crée un espèce de cabinet de sexologie dans son lycée avec une amie, avec une autre fille du lycée. Et donc ça, c'est le pitch de base qui va être le prétexte pour parler de pas mal de sujets de cul. Mais en fait, c'est fait de façon extrêmement positive, extrêmement éduquée. On est assez loin du cliché, on va plutôt aller déconstruire les clichés, on va aller expliquer des choses, c'est tout les bons discours qu'il faut avoir en fait. Et c'est fait de façon pas du tout lourde et il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est fait de façon très naturelle. C'est pas du tout rébarbatif. Merci de m'avoir donné ce mot horrible et employé. C'est très très drôle. Il y a énormément d'humour, de l'humour un peu absurde parfois. Alors j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait bloqué sur la première scène
qui est effectivement un peu absurde, qui est une scène de sexe entre ados qui se passe pas très bien. Pour moi, il faut passer au-delà de ça. Il va y avoir un peu des scènes de sexe absurdes, mais voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle, très positif. Les personnages sont tous extrêmement attachants, les personnages secondaires aussi. Et voilà, c'est une bouffée d'air frais. Je sais même pas quoi dire de plus. C'est ultra positif, ultra joyeux. Enfin, je sais Pour pas l'avoir s'il y en a aussi, qui l'ont vu. j'ai trouvé ça hyper cool. Hein. C'est un des trucs les mieux que j'ai vu en début d'année là, en série. C'était vraiment hyper bien. En plus, c'est bien filmé. J'ai juste mis longtemps à comprendre que c'était au Pays de Galles. Je crois qu'il a fallu qu'ils disent qu'ils n'avaient pas de président pour que je comprenne qu'ils avaient la reine d'Angleterre. Mais parce que c'est quand même filmé vachement comme un film américain, je trouve, par moment. Et j'ai mis du temps à comprendre que ça se passait en Grande-Bretagne. Mais bon, après en dehors de ça, c'est pas important, on s'en fout. Les personnages. À l'accent quand même, on se doute qu'on n'est pas aux États-Unis, mais. Ouais, mais j'ai pas fait vraiment attention à l'accent, je t'avoue. À un moment, j'étais là, mais merde, attends, on est dans quel pays, quoi. Mais c'est tout. Après, sinon, c'est... Non, c'est vraiment bien, c'est tout ce que t'as dit, c'est tout à fait ça, quoi. Ouais, moi, je recommande à fond. C'est même plus que du début d'année. Je pense que c'est la meilleure série que j'ai vue depuis au moins un an, peut-être plus. Enfin, j'ai vraiment complètement accroché. Et voilà, maintenant j'attends l'année prochaine. Ça se mange vite parce que c'est que 8 épisodes, donc s'il reste sur ce format-là, des petites saisons courtes, les gens en plus on tend de plus en plus à préférer, je parle pour moi, les mini-séries que les grosses séries, donc t'es content quand ça dure pas trop longtemps non plus parce que ça tire jamais sur la corde en fait. Ouais, non, là c'est presque frustrant en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'est vachement bien, ils sont tous hyper mignons, hyper attachants. Ouais, il y a une des scènes les plus mignonnes que j'ai vues dans une série qui est donc dans l'épisode 8, donc je vous dirai pas de quoi il s'agit, mais c'était ultra mignon quoi, la scène la plus choupie que j'ai vue depuis très très longtemps. À base de petits doigts, voilà. Elle est sur ma pile à regarder, mais du coup, Pareil. je te dirai ce que j'en ai pensé. Je compte sur vous, c'est ça vaut le coup. Ouais, c'est cool, mais puis ça se regarde vite, hein. En une semaine c'est fait. Et ça porte un message en plus qui est très positif. Enfin, je pense que c'est vraiment une série qu'il faut faire voir à des gens. Il faudrait mettre, je n'ai pas envie de faire de politique, mais voilà, tous les gens un peu réac, coincés, etc., leur faire voir ça et leur dire en fait, regardez, c'est comme ça qu'il faut parler aux enfants. C'est assez intelligent parce qu'en parlant des ados, c'est le bon prétexte pour parler des parents aussi en fait. Et du coup, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien foutu. Eh ben écoute, très bien. Bah, comme je disais, effectivement, je l'ai mis sur ma pile à regarder aussi. Mais bon, c'est comme ma pile à lire, elle s'étend tous les jours, donc c'est un peu compliqué. Enfin bon, bref. Je vais passer maintenant la parole à Nymphadora, qui elle va aussi nous parler d'une reco, a priori, vidéo. Ouais, je vais aussi vous parler d'une série télé. Aussi d'une série télé qui est sur Netflix. Même si à la base c'est une série américaine qui est disponible sur la chaîne NBC. Mais nous en France on peut la regarder sur Netflix. Et donc, sans plus attendre, je vous parle donc de The Good Place. Ouais. Alors The Good Place c'est une comédie. C'est des épisodes qui sont très courts, d'une vingtaine de minutes, comme beaucoup de sitcoms. Mais elle est super intelligente cette comédie, c'est hilarant. Alors ça a été créé par Michael Schur. Michael Schur qui est aussi associé à Parks and Recreation et Brooklyn Nine-Nine, donc deux autres de mes comédies préférées de tout le monde entier. Donc Michael Schur il est vraiment très très fort. Et donc sur la série, il y a un casting choral qui est mené par Kirsten Bell. Alors Kristen Bell, c'était Véronica Mars pour les vieux comme moi, et pour les jeunes comme pas moi. C'est la voix de la petite princesse dans Frozen. Donc pas celle qui chante Let It Go, sa petite sœur. Voilà. Celle qui tombe Anna. tout le temps. Celle qui tombe tout le temps et qui est rousse.
Mais bref. Et donc du coup, en fait, donc le plot à la base, c'est donc on va suivre Eleanor, qui est le personnage de Kirsten Bell, qui se retrouve dans The Good Place. The Good Place, c'est le paradis. C'est là où les personnes exceptionnelles sont envoyées, par opposition bien sûr à The Bad Place, l'enfer. Et du coup, elle se retrouve là dans The Good Place et elle comprend pas parce qu'en fait, c'était pas une bonne personne, Eleanor. Ah, mais t'es dans le thème de la discussion en fait. C'est ça. C'était une mauvaise personne. C'était une mauvaise personne. Ouais, elle était. Alors tu vois des flashbacks régulièrement. C'est hilarant quoi. C'était vraiment une connasse de première. Elle est super drôle. Elle a vraiment un franc-parler et des répliques tordantes. Et donc voilà, donc du coup là, elle se retrouve au milieu de The Good Place et en fait, il y a un problème, quoi. Elle est pas du tout censée être là. Et du coup, elle va rencontrer un professeur de philosophie et elle va essayer d'apprendre à devenir une bonne personne pour pouvoir rester au paradis parce que il y a tout qui fout le camp et c'est horrible et puis en plus elle a pas très envie d'aller en enfer donc du coup elle va essayer d'apprendre à devenir une bonne personne et dans cette quête elle va rencontrer d'autres personnages aussi qui sont hyper drôles et alors mais ça c'est le tout début de la série. Et ce qui est génial, c'est que la série, elle se réinvente complètement à chacune de ses saisons. Donc ça, c'est la première saison. Mais je ne peux pas vous dire ce qui va se passer ensuite, parce que sinon, ça serait spoilé. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment une série qui est à la fois drôle et super intelligente et qui n'a pas du tout peur de prendre des risques. Elle se réinvente de A à Z à chaque saison. Et elle fait vivre des trucs complètement délirants et complètement loufoques à ses personnages. Et c'est génialissime, quoi. Et voilà, vraiment. Et en plus, c'est quand même ahurissant que sur une série télé américaine, tu arrives à en apprendre sur la philosophie. Enfin, non mais, là, t'es là, mais ah ouais, les grands dilemmes moraux, et ils te les mettent en lumière, là, comme ça, en milieu de tes épisodes, et tu rigoles, et en même temps, tu te dis, mais attends, mais c'est brillant, cette série. Mais vraiment, je connais pas beaucoup d'autres séries qui est aussi inventive et aussi bien fichue. Alors en plus, l'avantage c'est que comme Kirsten Bell, elle a quand même sa petite notoriété, du coup, elle peut pas se permettre de faire des séries super longues, donc chacune des saisons est quand même assez courte. Il y a une dizaine d'épisodes par saison, et du coup, ça permet aussi de réinventer les choses et de garder une fraîcheur vraiment brillante, quoi. Et puis bon, voilà. Et puis sinon, il faut quand même que je cite mon personnage préféré qui s'appelle Tahani et mais qu'est-ce qu'elle est drôle cette fille. Ah mais oui. Voilà. Bon, bref, c'est mon gros coup de cœur des derniers mois. Cette série, elle est juste brillantissime, quoi. Je plus sois. J'avoue que j'étais. Alors, au départ, je m'étais dit non, mais ça va être très moyen, etc. Et en fait, non, c'est génial. Et comme tu dis, elle n'hésite pas à se réinventer de saison en saison. Et là, je pensais pas qu'ils iraient jusque-là, en fait. Pour moi, le pitch est tellement, comment je veux dire, simple, que je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et en fait, ça dure et ça se renouvelle et c'est super drôle. Et ouais, je conseille aussi parce que c'est hilarant. Mais genre, hilarant. J'ai pleuré de rire. À des moments, j'ai mais moi aussi, mais vraiment, mais elle est magique, cette série. Oui. Moi, je vous rejoins aussi. Je mets juste un tout petit bémol sur la fin de la saison 3 que j'ai trouvé un peu en dessous. J'ai trouvé génial la première saison. J'ai trouvé pratiquement aussi génial la deuxième saison. J'ai trouvé que la saison 3 était un peu moins bonne. Donc j'attends de voir ce que donnera la quatrième saison. Mais de toute façon, il faut voir au moins les deux premières saisons. Ça, c'est incontestable. Moi, j'ai vachement aimé la saison 3 parce qu'il y avait Maya Rudolph qui me fait trop rire. C'est une comique américaine qui était dans le rôle de la juge.
Et Ah oui. rien que pour ça, en fait, la saison 3, elle m'a acheté, quoi. Eh ben, écoute, merci Nymphadora. Et du coup, je vais aussi passer la parole à Chris, qui va nous faire lui aussi sa reco. Eh bien, on va rester dans le thème, puisque moi, je vais vous recommander Miracle Workers. Quel anglais impeccable. Donc, qui est en cours de diffusion, donc je ne connais pas la fin. Donc je vous recommande un truc, mais ça se trouve, ça va se finir de manière pourrie. C'est le jeu, hein, on va essayer d'être un peu badass. Et du coup, c'était ça ou Breaking Bad, mais bon, il n'y a plus d'intérêt à recommander Breaking Bad. Donc du coup, cette série, qu'est-ce que c'est? Ben, un peu comme la recommandation de Nymphadora, c'est quelque chose qui va se passer au ciel. Dans l'idée, le paradis et, on va dire, les volontés divines sont gérées comme une entreprise. Et à la tête de cette entreprise, il y a un PDG qui s'appelle Dieu, et il est joué par Steve Buscemi, alors forcément, ça achète un peu. Il est alcoolique, il ne sait pas se torcher, il voudrait faire exploser la Terre pour ouvrir un restaurant ailleurs dans l'univers. Enfin bon, rien que ça, déjà c'est génial. Et on va suivre du coup lui et ses frasques, et on va suivre 2 employés du département des miracles, du coup, qui sont chargés des miracles sur Terre. Donc il y a une actrice que je ne connaissais pas du tout, dont je suis incapable de me souvenir du nom. Et à côté, il y a Harry Potter, donc il y a Daniel Radcliffe, que je prends toujours du plaisir à voir aussi. Du coup, je suis un peu acheté par lui aussi, je pense. Dans les faits, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de faire des miracles, mais il faut faire attention avec les miracles parce qu'il ne faut pas y aller trop fort, quoi. Si jamais tu fais souffler le vent un peu trop fort, tu pourrais déclencher une tornade. Du coup, attention à l'effet papillon, quoi. Donc lui, il s'occupe de régler que des petits miracles. Genre quelqu'un a perdu son gant, il essaye de le faire réapparaître en fondre les flocons de neige un par un en appuyant sur une commande, quoi. Donc c'est complètement absurde, mais ça marche vachement bien. Et c'est des petits épisodes de 20 minutes, il va y avoir que 7 épisodes sur la saison 1. Je sais pas comment ça peut tenir sur toute une saison. Sur toute une série de saisons, on va dire. Mais en tout cas, c'est plutôt tordant. Et pour les gens qui sont impatients de voir de bons présages sortir l'adaptation de Gaiman et Pratchett, c'est complètement dans ce style-là, je pense. Ça fait très H2G2, c'est un peu humour britannique, un peu absurde, là. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Mais à côté de ça, ça se trouve, la fin sera pas bien. Voilà. Suspense. Ouais, s'il y a que 7 épisodes, ça va, c'est pas trop grave. Ouais, ça va. T'auras pas Et puis, trop au perdu de pire, temps. moi j'ai regardé jusqu'à l'épisode 4 ou 5 et c'était bien, donc je pense que tu peux quand même regarder au moins les 4 ou 5 premiers épisodes, c'est pas un problème. Puis c'est des petits trucs de 20 minutes, donc c'est vraiment que ça se dévore, quoi. T'es pas... Ouais. 7 épisodes de 20 minutes, ça te fait même pas une soirée. Ouais, je l'avais Voilà, vu je passer, rajoute j'avais pas regardé encore, mais c'est vrai que ça Ouais, je m'avait vais rajouter intrigué. ça dans mon bêta série pour ma pile à regarder. Encore une autre série. Non C'est mais pas faut grave arrêter parce au que bout d'un t'as vu, on a moment. recommandé que des séries courtes, du coup tu t'engages pas trop longtemps non plus, ça va pour l'instant. C'est vrai que vous auriez pu me recommander Doctor Who, sur lequel je C'est ça. patine méchamment. Hein. Merci Geoff et Chris. Ah bah écoute, c'est pas de notre faute à nous, hein. C'est la faute à Steven Moffat, c'est pas notre faute. Voilà, exactement. C'est pas nous. Et du coup, Geoff, je te fais le passe-plat, hop, attrape. Oui. Hop, Et du coup, je vais vous faire ma recommandation, moi, de cette saison. Et pour changer, ça va être un jeu de rôle papier, qui s'appelle La Légende des 5 Anneaux. Alors, c'est la version 5, c'est la 5e édition. Elle va sortir en français incessamment sous peu chez Edge, si je me trompe pas. J'aurais dû vérifier, chez Tébet. Non, chez Fantasy Flight Game, pardon. Chez FFG. Désolé. Et alors, qu'est-ce que c'est la légende des 5 anneaux? C'est un jeu de rôle japonisant, on va dire ça comme ça. Ça se passe dans un univers japonais fantasmé. Vous avez donc tout un pays, vous avez un empereur, vous avez différents clans qui sont sous la houlette de cet empereur et qui essayent de toujours avoir ses égards et ses honneurs. Et les joueurs sont des membres de ces différents clans. Donc vous avez des types de personnages par clan, on va dire ça comme ça. Par exemple, le clan du crabe et du lion, c'est plus les guerriers. Les clans de la licorne et de la dragon, c'est plus des moines. Enfin voilà, c'est ce genre de choses.
Et ce que j'ai bien aimé dans cette version, c'est qu'en fait, le système de jeu est assez simple puisque ça utilise des jets de dés avec des symboles que vous devez interpréter. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas énormément de symboles. Vous en avez 4. Vous les jetez, vous jetez un nombre de dés selon vos caractéristiques. Et ensuite, vous interprétez les dés. Donc vous avez la réussite, vous avez la réussite critique. Et vous avez deux autres choses intéressantes qui sont les opportunités qui permettent de donner au maître du jeu ou aux joueurs la possibilité d'influencer un petit peu sur la scène pour donner, je sais pas, plus de persuasion pour convaincre son supérieur qu'il a raison ou pour arrêter un combat, enfin que sais-je. Et vous avez ce qu'on appelle le strife, donc qui traduiront en français en conflit, qui est un petit peu une notion du monde japonais du monde de la légende des 5 anneaux, pardon, où si ça dépasse si le conflit dépasse votre calme intérieur, vous êtes obligé de baisser le masque et de vous révéler tel que vous êtes, puisque c'est un Japon fantasmé, donc du coup le plus important c'est la face. Il faut jamais perdre la face, il faut toujours être droit, honnête, et toujours rester dans les clous. Sauf que là, si vous dépassez une certaine valeur, vous êtes obligé de vous démasquer et donc de sortir des clous. Et je trouve que c'est assez intéressant comme système de jeu. Alors je l'explique pas très bien, hein, je suis d'accord. Il faut le voir en jeu, c'est beaucoup plus drôle. Et en fait, j'ai trouvé le système de jeu vraiment simple, et pour peu qu'on aime les univers japonisants, franchement intéressant à jouer. Donc voilà, je conseille, ça va sortir, je pense, en français dans pas très longtemps. Donc voilà, c'était ma reco. Eh bien, merci Geoff pour cette reco. Il va nous falloir des gens pour nous faire jouer maintenant. Hein. Oui, oui. Ça va encore être vous, hein, je pense. Il y a des chances. Ouais, on attend toujours certaines parties. Hein. Oui. Je sais bien. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, sur ce bon mot. Et je pense qu'on vous dit à la prochaine. Peut-être plus tôt que d'habitude si on fait un épisode spécial sur la série, on verra. Dans l'idée, c'est ce qu'on disait en préparation, il y aura sans doute un épisode spécial sur la série pour pouvoir dégager du temps pour Fire and Blood plus tard. Je sais pas. Voilà, on verra. On va s'organiser ça. Et puis on vous fait des bisous. Ouais, salut. À bientôt. Et puis on vous dit à plus. Ciao. Salut.